Bon, eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce 11e webinaire L'heure du prof. Je suis encore vraiment ravie de vous accueillir. J'espère que vous allez tous bien. Je suis vraiment, encore une fois, ravie de vous accueillir aussi nombreux, d'autant plus que cette fois-ci, je crois que nous avons une très, très belle représentation mondiale. Je crois savoir que nous avons ce soir avec nous des collègues en provenance du monde entier, en provenance de 13 pays différents. Et je crois que j'ai vraiment envie, encore une fois, de souligner cet enthousiasme et cette adhésion. Donc, nous avons bien sûr des collègues du Portugal. Évidemment, c'est pour eux que nous mettons en place ce webinaire. Mais sachez que des collègues de Roumanie, d'Espagne, du Liban, du Pérou, d'Ukraine, du Maroc, du Brésil, d'Irak, de l'Algérie, du Venezuela, de la Tunisie et bien sûr des collègues de France sont avec nous ce soir. Donc, encore une fois, vraiment, merci pour cette adhésion. On est vraiment ravis de pouvoir vous accompagner en cette période, dans ce contexte où on a vraiment besoin de partager des bonnes pratiques. Alors, pour les professeurs, justement, portugais, cette fois-ci de français, vous le savez tous, donc nous venons de vivre une période de confinement et vous allez dans quelques semaines, certains, reprendre le chemin de l'école après donc, cette période de confinement et d'enseignement à distance. Et il nous a semblé du coup pertinent de vous proposer ce soir une thématique de formation et une thématique d'échange de bonnes pratiques autour de la question de la motivation de l'apprenant. Parce que nous savons tous combien, évidemment, pour un enseignant, savoir mettre en place une dynamique de groupe, savoir utiliser des outils langagiers de manière dynamique, organiser des activités contextualisées de manière motivante, constitue un panel important et même essentiel, je dirais, pour motiver vos élèves en classe de français langue étrangère. Et c'est pourquoi donc, nous avons donc invité ce soir deux excellents formateurs qui, au-delà donc, de vous présenter des techniques pratiques et motivantes, vont aussi vous présenter sous un angle, je dirais, psychologique, en fait, l'importance de l'affectif, l'importance de l'émotion, l'importance de la mémoire pour l'acquisition de compétences, pour l'apprentissage et la réussite de vos élèves. Alors, je ne vous en dis pas plus, mais je vous remercie déjà tous et je remercie très chaleureusement nos deux excellents intervenants pour leur participation et leur disponibilité ce soir. Et donc, je vais donc très rapidement donc, les présenter. Donc, Julien Cardon, qui peut-être fait un petit coucou. Voilà Julien qui est là ce soir et qui donc, Julien est chargé de projet en ingénierie pédagogique au CNED. Il est également formateur de formateurs et auteur d'ouvrages de FLE. Et nous aurons aussi la chance d'avoir donc l'intervention de Isabelle Calmel, qui est consultante en parentalité, formatrice et conférencière. Isabelle, est-ce que vous pouvez juste vous identifier dans ce beau panel? Je ne vois pas Isabelle. Alors, vous êtes tellement nombreux. Isabelle? Page 1. Je suis sur la page 1, peut-être. Voilà. En tout cas, je vais très rapidement laisser aussi la parole à Camille pour vous repréciser un petit peu tous les aspects, les éléments un peu techniques pour qu'on assure la meilleure fluidité possible dans nos échanges. Et puis très rapidement, nous allons passer donc à ce webinaire et laisser la parole à nos intervenants. Est-ce que Camille, tu veux intervenir? Oui, merci Clarisse. Alors, bonsoir à toutes et à tous au Portugal et dans tous les autres pays. On est vraiment très heureux de vous retrouver toujours aussi nombreux et vraiment d'avoir un public aussi varié. Donc, comme d'habitude, moi, je suis là pour vous rappeler un petit peu l'aspect technique. Donc, on est sur une session où vous pouvez réactiver vos caméras et vos micros quand vous le souhaitez. On va vous demander le temps de l'intervention de nos participants de couper vos micros pour que ce soit plus pratique pour tout le monde. Vous pouvez garder vos caméras allumées si vous le souhaitez. Bien sûr, vous pourrez réactiver vos micros à la fin si vous avez des questions. Et sinon, tout au long du webinaire, vous pourrez poser aussi vos questions dans le chat. Moi, je serai là pour vous accompagner dans le chat si vous avez des soucis techniques ou des questions. Je vous rappelle aussi que le webinaire est en live sur Facebook, sur notre page, la page de l'Institut français du Portugal. Là aussi, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les mettre donc dans les commentaires de la vidéo et on essaiera d'y répondre.
Et enfin, donc, ce webinaire sera disponible très rapidement sur notre chaîne YouTube de l'Institut français du Portugal aussi, si vous voulez le revisionner ou le partager. Et puis, un dernier point, donc les présentations de nos 2 intervenants seront disponibles aussi sur le site pays IFProf Portugal. Donc, si vous voulez les consulter à l'issue du webinaire, vous pourrez aussi le faire. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite un excellent webinaire et je laisse la parole donc à nos 2 intervenants. Merci Camille. Alors voilà, merci. Et Julien, c'est à toi. Très bien. Alors, je partage. Voilà, c'est bon pour vous? Parfait. Très bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'ai vu que la salle était bien remplie, ça fait plaisir. On va donc vous parler de la motivation ce soir. J'ai 25 minutes, donc c'est peu pour faire le tour de la question, mais je vais essayer d'aborder les points importants. Alors, premier point qui me semble important d'aborder pour motiver l'apprenant dans son parcours d'apprentissage, c'est d'investir du temps et de l'énergie en tant qu'enseignant sur la constitution du groupe classe. Si vous souhaitez, si vous attendez à ce que votre groupe fasse un travail efficace, soit efficace, productif, puisse être en capacité de faire un travail collaboratif, il faut que vous puissiez travailler sur cette énergie de groupe. Ça ne devient pas, c'est pas quelque chose qui arrive automatiquement. Donc, je vous invite à travailler sur cette énergie de groupe. Il y a plusieurs étapes à respecter si on veut travailler sur la formation du groupe classe. Donc, plusieurs activités qui sont en lien avec plusieurs étapes. On a l'étape de la naissance du groupe, les premiers moments. Le premier contact, les activités brise-glace, pouvoir identifier les prénoms de chacun, c'est une première étape. Alors, sachez que pour un cours, une activité brise-glace, une ou deux activités brise-glace, c'est peu. Il faut réfléchir à mettre en place suffisamment d'activités brise-glace pour qu'il y ait des automatismes au niveau de la mémoire des prénoms de chacun, que tout le monde se connaisse. Une fois que cette étape est respectée et passée, on passe à la formation du groupe classe. Là, les apprenants apprennent à se connaître et ils se connaissent de mieux en mieux, de plus en plus. Pareil, cette étape, c'est un travail de longue haleine. On peut toujours approfondir, on peut toujours aller plus loin, on peut toujours mieux se connaître. Sachez que si vous êtes face à un public captif, ce public, ce groupe n'a pas décidé d'être constitué, il a été constitué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'affinité entre les membres du groupe. Il peut y avoir aussi des tensions. Il ne faut pas le voir comme une fatalité. Simplement, vous, en tant qu'animateur, là, vous jouez un rôle d'animateur. Être capable d'avoir une banque de ressources, une banque d'activités qui permet de travailler les différentes étapes de la formation du groupe classe. Voilà. Donc, on a la naissance du groupe classe, on a la formation du groupe classe, donc c'est apprendre à mieux se connaître et on apprend de plus en plus. On va voir quelques exemples plus tard. Ensuite, on a l'union du groupe classe, que les apprenants puissent être capables de travailler ensemble, de collaborer, de coopérer, de se faire confiance les uns les autres. Et une fois qu'on a établi cette confiance, cette capacité à collaborer, eh bien, on arrive vers l'étape d'efficacité. C'est là où on voit un résultat, une capacité à travailler, à collaborer, à produire ensemble. Et c'est en général au moment où ils ont à réaliser des tâches finales qu'on voit ce résultat. Si vous détectez qu'il y a des compétences faibles dans la capacité à travailler et à produire ensemble, il n'y a pas vraiment de respect, par exemple, quand il y a les mutualisations des tâches finales, ça veut dire qu'il y a un manque à gagner à une autre étape de la formation du groupe. Il faut revenir en arrière. Voilà, s'ils ne sont pas capables de collaborer, de coopérer, il faut revenir sur l'étape antérieure qui est la formation, qu'ils apprennent à mieux se connaître.
Voilà. S'ils ne sont pas efficaces au moment de la production, la réalisation des tâches finales, il faut revenir sur des activités où on les oblige à être, à être complémentaires. En tant qu'individu, il n'est pas la possibilité de résoudre un problème ou de trouver une solution, de proposer des activités où ils ont besoin d'échanger des informations entre eux et ensemble arriver à un objectif commun. Voilà. Voilà donc pour les différentes étapes de la formation du groupe classe. Alors, à titre d'exemple, il y en a plein. Je vous invite à aller voir. Il y en a de plus en plus parce que c'est vraiment au goût du jour, même dans les entreprises, dans le domaine des entreprises, tout ce qui est team building, les icebreakers. Il y a énormément aujourd'hui de propositions, d'activités pour les dynamiques de groupe en entreprise ou autres. Je vous invite à vous constituer une banque d'activités et puis les adapter à des fins pédagogiques, pourquoi pas. Certaines activités peuvent être simplement à des fins de former le groupe classe et elles peuvent aussi vous permettre de travailler certaines compétences langagières. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous avez des activités qui sont intéressantes pour la formation du groupe, mais qui ne vous permettent pas de travailler peut-être des éléments langagiers qui vous intéressent, ne les mettez pas de côté. C'est intéressant aussi de donner de l'énergie dans la gestion du groupe. Alors ici, un exemple d'activité, un ikigai. Donc, on imagine la typologie d'activité suivante. Alors, les typologies d'activités que je vais vous donner, elles sont inspirées d'un ouvrage que j'ai coécrit avec Valérie Lemeunier et Mélia Gracia, qui s'appelle « Enjeu ». Je vous donnerai l'information dans le PowerPoint. Donc ici, une activité, donc la typologie d'activité, chaque apprenant reçoit un ikigai, il doit le compléter, il peut écrire ou il peut dessiner. L'enseignant récupère les ikigai de tous les participants, il les mélange, il les redistribue de manière aléatoire et ensuite chaque apprenant aura à interroger les membres du groupe. Il aura reçu un ikigai qui n'est pas le sien. Il va devoir interroger les membres du groupe pour retrouver le propriétaire de l'ikigai qu'il a en sa possession, en lui posant des questions à partir des informations qu'il aura. Est-ce que tu aimes la danse? Est-ce que tu aimes la musique? Est-ce que tu es un bon bricoleur? Est-ce que l'environnement est important pour toi? Et une fois qu'il a identifié le propriétaire de l'ikigai, il lui remet et il continue à interagir pour qu'on le retrouve lui. Voilà, c'est une activité qui permet de travailler donc, dans l'étape de formation du groupe classe. C'est une activité qui permet de renforcer la formation du groupe classe, pour qu'ils apprennent à mieux se connaître. Voilà. Un autre point qui me semble important aussi de travailler, c'est la présentation de la tâche finale. Au moment où vous allez présenter en début de parcours d'apprentissage, on fait une sensibilisation sur le projet, la tâche sociale qu'il y aura à réaliser à la fin du parcours d'apprentissage. Je vous invite à passer du temps sur cette étape de sensibilisation. C'est le moment où l'apprenant va évaluer si il décide de s'investir dans le parcours d'apprentissage qui lui permettra de réaliser le projet que vous lui proposez. Donc, c'est un moment qui mérite notre attention. Il faut le soigner. Sachez que quand vous allez proposer un projet, votre projet, la tâche finale à réaliser, chaque apprenant, en fonction de son profil d'apprentissage, son vécu, ses bagages culturels, son éducation, etc., il va avoir une image mentale, il va avoir une projection. Pour un projet, il y aura autant de projections que d'individus dans votre groupe. Voilà. Donc, il faut pouvoir mettre en lumière ces projections qui sont individuelles et les mettre en commun, les écouter, les respecter et les faire fusionner pour peut-être proposer un projet qui aura peut-être un petit peu évolué. Et en tout cas, tous les participants auront décidé d'adhérer. Voilà. Alors, je vous invite à rêver un peu, hein. C'est pas un projet de classe qu'on va s'amuser à réaliser tous les 15 jours, mais dans cette période de confinement, on imagine qu'on est déconfiné et on peut mettre en place un projet transdisciplinaire, une sortie en forêt et participer à la construction d'une cabane en forêt. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais par rapport à vos réalités, je vous invite à l'exercice de réflexion est le même pour tout type de projet. Donc, imaginez, jeudi, j'annonce le projet qu'on va réaliser. Et donc,
comme je vous ai dit, un projet, autant de projections que d'individus dans votre groupe classe. Donc, on peut s'imaginer, par exemple, on peut s'appuyer sur les intelligences multiples, hein, et on peut s'amuser à réfléchir un peu à comment vont réagir les participants en fonction de leur profil d'apprentissage. Donc, quand vous proposez un projet comme ça, eh bien, on va avoir celui qui va s'imaginer en train de chercher les matériaux de construction pour la cabane, c'est une intelligence corporelle kinesthésique. Quelqu'un qui va se visualiser en train de diriger les équipes, dire à chacun quoi faire, participer à des jeux, participer ou proposer à des jeux collaboratifs, collectifs, c'est une intelligence interpersonnelle et linguistique. Étudier un plan de construction de cabane fonctionnelle, c'est une intelligence logique mathématique. Se repérer dans la forêt, chercher un lieu idéal, c'est une intelligence spatiale, etc. etc. Et donc, à partir de tous ces profils-là, ça vous donne des indices aussi de savoir quelles activités vous pourriez proposer tout au long du parcours d'apprentissage pour alimenter un peu toutes ces intelligences et donner à manger un peu à tout le monde. Parce que peut-être que tout le monde va vous dire oui au projet, mais pas pour les mêmes raisons. Voilà. Donc, c'est intéressant de travailler ça. Alors ici, c'est une schématisation de tâches inspirée du cadre commun de référence. C'est intéressant que vous soyez en maîtrise. Plus vous êtes en maîtrise du projet que vous souhaitez mettre en place, c'est-à-dire ce que ça implique comme compétence, plus vous serez en capacité de le présenter et de le voir évoluer, de négocier peut-être certains aspects du projet en fonction des profils des apprenants que vous aurez dans votre groupe. Peut-être qu'un projet d'un groupe à l'autre va peut-être évoluer différemment. Mais c'est intéressant d'avoir une analyse fine de ce que ça implique, la réalisation d'un projet, les compétences générales, les compétences langagières, les stratégies à mettre en place, et être en capacité de dire, ben voilà, par rapport à vos propositions, là, ça, c'est faisable, ça, c'est pas faisable. C'est vraiment motivant pour les apprenants de se dire, je vais m'approprier le projet que vous êtes en train de me proposer, jusqu'à quel point je peux négocier des choses pour que ce projet puisse être un peu personnalisé, que je puisse mettre un peu de ma couleur dans ce projet. Voilà. Et donc, maîtrisez bien ce schéma de tâches. Ça va vous permettre de faire évoluer le projet, et tout en évitant de le dénaturer, ou en tout cas de mettre l'apprenant en péril, parce que le projet aura évalué de manière à ce qu'on ne travaille plus les mêmes compétences langagières, par exemple, et du coup, ils n'auront plus les compétences pour réaliser le projet. Donc, voilà, être en capacité de négocier et jusqu'à quel point. Alors, toujours dans la présentation de la tâche finale, des activités qu'on peut proposer. Alors, c'est une activité peut-être que vous connaissez, qui est classique, trouver quelqu'un qui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent moins, vous distribuez à chaque apprenant une liste d'une série d'affirmations, et il faut interroger les membres du groupe pour savoir qui, enfin, dès qu'on obtient une réponse positive, on marque le prénom en face de l'affirmation. Est-ce que tu sais faire un feu de camp? Et si la personne répond par oui, vous mettez son prénom en face. Et il faut interroger les membres du groupe jusqu'à ce qu'on ait complété notre tableau. Ça permet de mettre en commun les compétences de chacun, se familiariser avec le projet, savoir qui pourrait savoir faire quoi dans ce projet. Et ça favorise aussi de nouveau ce dont on a parlé tout à l'heure, la formation du groupe classe. Ça enrichit ça. Les apprenants apprennent à se connaître de plus en plus, de mieux en mieux. Voilà, une autre activité. Alors, cette activité-là, autant celle-là, elle pourra se faire une fois qu'on aura sensibilisé sur la tâche finale, qui sait faire quoi et comment chacun va s'investir dans le projet. Ici, c'est une activité qu'on pourra peut-être mettre un peu plus tard au moment de l'entraînement, mais toujours en lien avec le projet, c'est-à-dire se déplacer dans la forêt, par exemple. On peut imaginer cette activité. Alors, la typologie ici est un peu différente. Ils travaillent en binôme, donc face à face. Et là, on imagine l'activité va se passer de cette manière-là. Vous avez un apprenant qui va mettre son stylo à l'entrée du labyrinthe. Il va fermer les yeux, ou il va avoir les yeux bandés, et il va devoir écouter les indications de son partenaire pour sortir du labyrinthe. Alors, si on repart sur les étapes de formation du groupe classe, là, on est plutôt sur l'étape de l'union, la capacité à collaborer, à coopérer et à se faire confiance les
uns les autres. Imaginez après, une fois que le projet est réalisé ou en cours de réalisation, on est dans la forêt en train de construire la cabane, ils vont pouvoir réinvestir ce genre d'activité où, au lieu de se déplacer sur une feuille avec un stylo, ils vont le faire dans la forêt et en essayant d'éviter les arbres. Donc ça demande de la confiance. Donc c'est évolutif aussi. C'est intéressant. L'effet papillote. Alors, c'est rien à voir avec l'effet papillon. L'effet papillote, c'est toujours pareil dans la sensibilisation à la tâche finale. Ce que j'entends par l'effet papillote, en fait, c'est si vous connaissez la papillote, hein, tout le processus, l'éveil au sens qu'on a quand on déguste une papillote. Le fait tous les sens sont en éveil. Il y a la vue, l'odorat, le toucher, hein, il y a quand on ouvre le papier, le bruit qu'il fait, le message à l'intérieur, le rébus. Et ensuite la friandise avec le biscuit à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment c'est toute une procédure de dégustation qui éveille progressivement aux 5 sens. Je vous invite, au moment de la présentation de la tâche finale, d'utiliser cette stratégie et vous passerez en pédagogie active. Au lieu de dire, voilà, le projet final, c'est ça, essayez de le faire deviner, de le faire découvrir petit à petit, avec des indices, avec des indices sonores, des indices visuels, des rébus, des charades, des pistes, pour au lieu de leur annoncer ce qu'ils vont faire, de faire en sorte que ce soit eux qui formulent le projet final, de le découvrir progressivement. Voilà, je pense que ce genre de choses, déjà, ça implique l'apprenant dans son processus d'apprentissage. S'il ne découvre pas, s'il ne formule pas, s'il n'arrive pas à formuler avec les indices qui lui sont proposés, on n'avance pas. C'est lui qui fait avancer la machine. Donc là, on est déjà dans une pédagogie active. Voilà. L'effet Pinocchio. Alors, quand on voit certains parcours pédagogiques, je vais caricaturer, hein, je vais imaginer le parcours catastrophique qui n'existe certainement pas, puisqu'il n'est jamais catastrophique, mais je vous invite là, ici, à être en alerte et quand vous travaillez avec un manuel ou avec votre propre matériel, d'avoir un regard critique sur la pertinence des activités qui sont proposées. Parfois, quand on voit certains parcours d'apprentissage, on se dit « mais comment l'apprenant peut-il être en capacité de réaliser le projet final s'il n'a pas été impliqué dans son processus d'apprentissage, s'il n'a pas vraiment réalisé à tout moment des activités qui lui ont permis d'évoluer dans sa capacité à travailler en autonomie ». Et on a un peu cet effet Pinocchio, une marionnette tout au long d'un parcours d'apprentissage. Et au moment où on arrive à la tâche finale, voilà, vous êtes un acteur social et vous avez à réaliser le projet final en autonomie. Vous êtes, allez-y, vous êtes autonome. Et on se rend compte que finalement, quand ils font leurs productions, on retrouve pas des productions, mais des reproductions du document déclencheur, que finalement, quand on met en commun un peu les productions de chacun, on se rend compte qu'on retrouve un peu la même production d'équipe en équipe, ce qui fait que la mutualisation devient un peu ennuyeux. Voilà, donc je vous invite à avoir ce regard critique donc, sur le parcours d'apprentissage et de vous poser la question pour chaque activité qui sont proposées. Est-ce que l'apprenant est considéré comme Pinocchio marionnette ou est-ce que l'apprenant est considéré comme Pinocchio, un jeune acteur social en devenir? Voilà. Donc, par exemple, on a parlé de l'activité de sensibilisation. Si vous avez à annoncer la tâche finale, c'est plutôt Pinocchio marionnette. Si vous avez à proposer des indices pour que Pinocchio, vos apprenants découvrent petit à petit et formulent le projet avec ses propres mots, on est dans un Pinocchio acteur social en devenir. C'est plus intéressant. On peut continuer hein, pour toutes les étapes toutes les étapes de l'unité didactique. Donc là, la sensibilisation sur la tâche finale, c'est fait. L'accès au sens, est-ce que c'est un jeu de questions plutôt scolaire, enseignant-apprenant? Je te pose une question, tu me réponds. Ou est-ce que l'apprenant a vraiment, pour comprendre un document déclencheur, une activité, est-ce qu'il a un rôle à jouer? Est-ce que l'activité est
contextualisée, parce qu'il a une tâche de réception contextualisée, sociale, qui va du coup alimenter tout le parcours d'apprentissage. Ça va lui servir lui aussi après et ça va l'aider à être plus autonome au moment de réaliser le projet final, parce qu'il aura déjà vu des documents contextualisés. L'analyse de la langue. L'analyse de la langue. Donc, si vous avez dans un parcours, dans un manuel de langue, le tableau avec la règle qui est formulée, et à lire, c'est plutôt Pinocchio marionnette. Si c'est à l'apprenant de découvrir comment fonctionne la langue, là, c'est autre chose. Voilà, on est dans la pédagogie inductive. À ce sujet, l'étape donc de découverte du fonctionnement de la langue. Alors, on parle de rôle d'enseignant, c'est un animateur, un guide, il n'est plus détenteur du savoir. Moi, j'aime bien l'imaginer comme un maître de jeu, surtout pour l'étape de découverte du fonctionnement de la langue. Alors, je ne sais pas si vous vous représentez bien la chose, tout le monde, si vous avez expérimenté ça, le maître de jeu, un jeu de rôle. Alors, j'explique en quelques mots, hein, rapidement. Le maître de jeu, c'est donc il a une histoire à raconter. euh, il va présenter un scénario aux participants, les joueurs, et ce sont les joueurs ensuite qui vont prendre des décisions dans l'aventure. Donc, il va simplement voilà, proposer une scène de départ, et à partir de cette scène de départ, il va dire et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Et les joueurs auront à dire bah, moi, je rentre dans l'auberge, ou moi, je vais parler avec cette personne-là, et chacun va faire avancer le projet, l'histoire. Je vous parle de ça parce que c'est un peu, je pense, ce rôle de meneur de jeu, d'arriver à faire en sorte que vous avez votre histoire en tête, vous savez où vous voulez les emmener, mais ce n'est pas à vous de donner les éléments de réponse. Il faut arriver à trouver des stratégies pour que ce soit eux qui trouvent les réponses, que ce soit eux qui trouvent les solutions. Et ça demande beaucoup de stratégies. Et c'est très motivant pour l'apprenant. Si vous imaginez un parcours, on reste dans l'univers jeu de rôle. Je suis maître de jeu, j'ai mes joueurs qui arrivent dans une galerie souterraine, et je leur dis bah, voilà, vous arrivez dans une galerie souterraine, qu'est-ce que vous faites? J'ai mon scénario. Alors, si on revient sur l'univers FLE, ou l'univers pédagogie, enseignement d'une matière, le trésor que vous voyez en bas à droite, c'est mon objectif pédagogique. C'est par exemple la découverte d'un fonctionnement de la langue. Moi, en tant que meneur de jeu, je sais ce qu'il y a dans le trésor. Je connais la règle de grammaire. Et je sais où elle est. Et ça n'a aucun sens pour le meneur de jeu, l'animateur, de dire le trésor, il est au fond à droite, pour éviter tous les problèmes, tous les écarts qui pourrait y avoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir réfléchi à un scénario, c'est-à-dire un document déclencheur, par exemple, et je sais qu'il y aura suffisamment d'éléments dans le document déclencheur, suffisamment d'indices pour qu'ils puissent éventuellement peut-être se perdre, s'écarter du chemin, mais en animant un peu cette équipe et sans leur donner des éléments de réponse, sans leur dire c'est tout droit et au fond à droite, en utilisant un peu des stratégies, de les remettre sur le droit chemin pour qu'eux-mêmes, ils découvrent où se trouve le trésor et qu'est-ce qu'il y a dans le trésor. Voilà, c'est le découverte du fonctionnement de la langue. Et c'est très satisfaisant, c'est très motivant d'arriver à comprendre un fonctionnement de langue par ses propres moyens. Et en tant que meneur de jeu, bah, félicitations, vous avez découvert le trésor. En tant que professeur, bah, félicitations, vous avez trouvé le fonctionnement de la langue et vous y êtes arrivé par vos propres moyens. Donc, c'est parfait. Alors, je vous invite aussi à réfléchir à des scénarios facilitants. Il y a des niveaux d'autonomie. Ils ne vont pas être autonomes du jour au lendemain. Et puis, il y aura des réticences. Au début, ils vont vous dire non, mais monsieur ou madame, c'est vous qui êtes payé pour ça. Dites-nous comment ça fonctionne, la grammaire. Et non, moi, je sais déjà, mais c'est à vous d'apprendre. Donc, allez-y, à vous de me dire. Moi, mon travail, je l'ai fait avant. Ici, c'est à vous de travailler. Voilà. Moi, un jour, j'ai un enfant qui m'a dit mais monsieur, en fait, vous êtes payé à rien faire. Quand vous arrivez ici, vous faites rien. C'est merveilleux, j'aurais pu me dire mieux. J'ai pris ça comme un compliment. Je dis bah oui, mon travail, je l'ai fait avant, et quand j'arrive ici, c'est à vous de travailler. Donc, bien évidemment, je vous donne l'impression que je ne fais rien, mais en fait, je fais beaucoup. Mais vous ne le voyez pas. Voilà. C'est tout l'art du meneur de jeu. Donc, pensez bien à un parcours d'apprentissage facilitant, au début en tout cas, pour que l'apprenant arrive, même s'il y arrive un peu facilement, il faut que ça représente un défi quand même. Et il y arrive, et quand il y arrive, vous obtenez du carburant
pour les investir dans un nouveau parcours d'apprentissage derrière. Ils ont eu de la satisfaction, ils ont eu des hormones de bonheur, c'est-à-dire j'ai réussi. Et j'aurais envie de réussir à nouveau. Voilà. Donc, éviter des parcours, voilà, des parcours niveau. Vous n'allez pas commencer par. S'ils n'ont pas l'habitude de travailler en autonomie, vous n'allez pas commencer par leur faire comprendre comment fonctionne le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, ou peut-être avec la négation et autant du passé. On ne va pas commencer par là. On va commencer par des parcours un peu plus facilitants pour obtenir ce plaisir de réussir. Et une fois qu'on a suffisamment de plaisir de réussir, ça s'est fait plusieurs fois, ça s'est répété plusieurs fois, ils auront envie de recommencer. Et petit à petit, on évolue en difficulté. Voilà. Ils ont compris un fonctionnement de la langue. Maintenant, on a la période d'entraînement. Alors, imaginez, vous souhaitez, alors si on repart dans un autre contexte et on revient après dans le monde du FLE, imaginez ce que ça représente la période d'entraînement. Imaginez, vous souhaitez participer à une compétition sportive, un Tour de France, par exemple. L'entraînement, c'est qu'est-ce que vous allez faire, ce sur quoi vous allez vous entraîner pour pouvoir réaliser ce projet final, qui va être de participer à un marathon, à un Tour de France, etc. Ça ne veut pas dire pour autant que cette activité, elle doit être décontextualisée. Elle doit être répétitive parce qu'il va falloir s'habituer à répéter un geste pour le faire de mieux en mieux. Mais ce geste, il ne faut pas trop l'isoler, trop le décontextualiser. Il faut que ça reste motivant pour l'apprenant. Il faut qu'il y ait encore un contexte. Là, si je reste sur mon projet faire un Tour de France, je vais faire du vélo, je vais y aller avec des amis, je vais aller d'une ville à une autre, je vais travailler mon endurance, travailler la vitesse, je vais ensuite travailler la montée, etc., etc. Donc, je suis toujours un peu contextualisé et je me rapproche de plus en plus d'activité en activité. Elles sont de toute façon contextualisées et il y a aussi graduellement un travail d'autonomie. Je suis de plus en plus autonome. Au début, c'est très accompagné et puis petit à petit, j'acquiers de l'autonomie pour au final réaliser le projet en autonomie. Voilà, donc, activité décontextualisée, ça donne ça. Voilà. Si vous voulez vous entraîner pour le Tour de France ou un autre marathon, une activité décontextualisée, ça donne ça. Et l'apprenant se décourage très, très vite et finit par abandonner. Voilà. Donc, pensez bien soyez vigilant de nouveau sur ce qui est proposé dans les manuels. Est-ce que c'est suffisamment contextualisé? Est-ce qu'on évolue d'activité en activité? On va vers de l'autonomie pour graduellement aller vers la production en autonomie totale. Alors, quelques activités qui sont inspirées, des typologies qui sont inspirées de mon ouvrage, coécrit avec Valérie Lemonnier et Mélia Gracia, en jeu. Donc, je vous en présente quelques-unes comme ça pour vous donner des idées. Mais par exemple, ici, on a mémo matériel. Donc, la typologie d'activité ici, c'est en cercle. Chacun va proposer un élément dont il aura besoin pour construire une cabane. Donc, pour construire une cabane, je vais avoir besoin d'une hachette. Et la personne qui se trouve à côté de lui va reprendre cet élément et va en rajouter un autre. Donc, on va mémoriser du vocabulaire. Ici, on va travailler sur le vocabulaire, mais on se projette sur quelque chose de contextualisé. Et donc, le deuxième reprend la première. Donc, pour construire une cabane, je vais avoir besoin d'une hachette et d'un marteau. Et le troisième continue et reprend tous les éléments et en rajoute un. Pour construire une cabane, je vais avoir besoin d'une hachette, d'un marteau et de ficelles, etc. Une autre activité, avec la typologie ici, c'est la bonne personne. Un peu comme l'ikigai. Donc, chaque apprenant reçoit une image. Donc, les images qui sont proposées ici, par exemple, on pourra en trouver d'autres ou plus. Vous les distribuez une première fois. Les apprenants mémorisent cet outil. Ensuite, vous récupérez les images, vous les redistribuez de manière aléatoire et les apprenants vont devoir rechercher l'outil qu'ils ont eu la première fois, celui qu'ils n'ont pas en main, le premier, celui qu'ils ont dû mémoriser. Et ils vont interroger les membres du groupe. Si, par exemple, j'ai reçu les clous une première fois, je l'ai remis à l'enseignant, il les a redistribués et ensuite j'ai reçu le marteau, je vais interroger les membres du groupe. Je cherche les clous. Tu les aurais pas vus par hasard?
Si la personne les a, elle va me dire oui, pourquoi tu en as besoin? Bah oui, j'en ai besoin pour construire la cabane. Et si elle n'a pas l'outil que je cherche, ah non, désolé. Ah bon, bah tant pis, ok. Et je vais continuer à interroger les membres du groupe pour retrouver l'outil que j'avais. Voilà, donc ces activités un peu plutôt dynamiques à l'oral, on s'entraîne à l'oral, on optimise un peu le temps de parole des apprenants. Tous les apprenants vont s'interroger les uns les autres, donc pendant 5-10 minutes, le temps de l'activité, tout le monde va s'entraîner sur « je cherche, tu n'aurais pas vu, ah pourquoi tu en as besoin ?» Donc ils vont s'intéresser sur demander quelque chose, obtenir quelque chose pendant 5-10 minutes, 15 minutes. Il y a une écoute active, c'est-à-dire que c'est autocorrectif. Si la personne me dit oui, tiens, bah non, je t'ai demandé un marteau, tu me montres un couteau. C'est pas Donc il y a une écoute active, c'est autocorrectif, ils peuvent se corriger les uns autres, parce qu'au moment où ils se donnent l'image, ils peuvent vérifier s'ils se sont bien compris les uns les autres. Donc il y a, voilà, il y a tout ça, il y a plein d'éléments positifs dans ce genre d'activité. Une autre activité, on peut continuer sur donc chacun reçoit. Donc ici, la proposition, c'est la pêche aux infos. Vous avez une série de responsabilités au moment de réaliser la tâche finale. On se projette de nouveau sur la réalisation du projet. Les responsabilités pour la construction de la cabane et la sortie en forêt. Chacun reçoit un tableau avec toutes les responsabilités, plus un petit papier qui indique une responsabilité. Par exemple, je vais recevoir le tableau plus placer la corde pour monter aux arbres. Et je vais interroger les membres du groupe pour savoir qui fait quoi. Et le discours, ça va être, donc c'est un échange court, hein, c'est A dit et B répond. Donc c'est contrôlé, on n'est pas dans de la production, mais on donne suffisamment d'éléments pour qu'ils puissent être en capacité d'échanger à l'oral avec du contenu. L'étape d'entraînement, c'est à l'enseignant de fournir des éléments. Si ça vient de l'apprenant, c'est de la production. Donc on grille des étapes. Et donc voilà, donc, tu sais qui s'occupe de ramasser du bois pour le feu de camp. Si la personne, c'est la personne qu'on interroge qui le fait, oui, c'est moi. Si c'est pas la personne, elle va dire aucune idée. Moi, je m'occupe de, et donc de nouveau, j'aurai un prénom à mettre. La personne que je suis en train d'interroger, je vais mettre son prénom en face de sa responsabilité. Et l'activité s'arrête quand tout le monde aura complété son tableau de responsabilité. Voilà, donc avec ce genre d'activité qui guide petit à petit, pas à pas, vers l'autonomie, c'est graduel, on peut arriver du coup à un projet final où les apprenants, on estime qu'ils sont en capacité, ils sont suffisamment autonomes et ils peuvent réaliser le projet qu'on avait proposé, la sortie en forêt et la construction d'une cabane. Voilà, je me semble avoir fait le tour. Merci. Oui, Julien, merci beaucoup. Voilà. Est-ce que, alors, comme l'a déjà dit Camille, l'idée c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les insérer sur le Backpack, donc le chat, et on les reprendra peut-être à la fin. On laissera un petit moment pour pouvoir éventuellement vous répondre. Moi, ce que je vous propose, c'est que pour compléter justement ces belles idées d'activité, de dynamique de groupe, d'autonomie, de remotivation des élèves, des apprenants. Je vais donc maintenant passer la parole à donc Isabelle Calmette, qui va nous présenter sous un angle un peu plus justement psychologique, et je crois que c'est vraiment important d'avoir aussi en tête cet aspect-là, comment remotiver les élèves et contribuer à leur réussite. Isabelle ? Oui, bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Je vais partager mon écran. Hop. Alors, je pensais... Là, vous voyez tout mon écran, là, c'est ça? Oui, il faut le mettre en plein écran. Oui, je vais essayer. Hop. Slideshow, voilà. Comment start?
Voilà, c'est bon? C'est bon, c'est Et là, parfait. parfait. OK, c'est parti. Donc comment favoriser la motivation. Alors, je suis partie du point de départ que les apprentissages sont naturels et que dès tout petit, l'enfant a une motivation qui est énorme à vouloir apprendre le monde, à être en lien avec les autres. On le voit avec un tout petit dès 1 an et demi, 2 ans, sa puissance d'envie d'apprendre qui est assez incroyable. Et puis, petit à petit, on a l'impression que finalement, par moment, ça pourrait, diminuer, la motivation diminue. Et alors qu'on est finalement tous doués de curiosité et qu'on a tous normalement une énorme motivation. Donc on va voir là, je vous invite à voir en fait tout le long de mon propos que finalement en fait tout ce qui est le bien-être, il va favoriser la confiance, la coopération, la créativité, la curiosité, la motivation, l'enthousiasme. Va aussi diminuer le stress. Par contre, le stress, lui, va bloquer tout ce qui est penser, apprendre, réfléchir, explorer, la curiosité, la motivation. Donc l'idée va être de se mettre en mode chercheur et d'essayer de traquer toutes les sources de stress. Alors, dans la vie en règle générale, au niveau hormonal, on va être soutenu par l'ocytocine et l'adrénaline. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour et de l'attachement. C'est elle qui va favoriser le bien-être. On va voir, je détaillerai un petit peu tout à l'heure. Et l'adrénaline, ça va être plutôt l'hormone du stress. C'est elle qui va nous permettre de toutes nos activités, nos défis mobilisants, etc. Mais quand elle est trop importante, quand il y a trop de stress, de peur, quand l'adrénaline est trop importante et la charge de cortisol aussi, et ben du coup, ça va nous mettre dans un déséquilibre qui va nous sortir du cercle vertueux qu'apporte l'ocytocine et la sécurité. Donc, pour être à notre point d'équilibre, on a vraiment besoin de cet équilibre. C'est-à-dire que autant on va se retrouver dans nos activités, on va aller à l'école, au travail, on va faire toutes les choses qu'on a besoin de faire dans notre vie. Mais souvent, on va sacrifier, notamment à l'heure actuelle dans notre société, il y a beaucoup de pression, de compétition, d'individualisme, tout va vite. On est vraiment ultra sollicité et donc on en oublie en fait cet équilibre et on va se retrouver avec un déséquilibre. C'est-à-dire que tous les moments qui nous permettraient en fait d'en faire une force, va se retourner contre nous. Ça va se retourner contre nous et on va avoir besoin de privilégier, de faire très attention à pouvoir mettre du repos, des moments paisibles, des moments où on bulle, des moments où on est en lien, où on est en partage, où on joue, où on prend du temps pour soi, pour les autres, et cetera. Tous ces moments-là, ils ont besoin d'être en équilibre avec tous les autres moments de notre vie. Sinon, en fait, le stress prend le dessus et ça va bloquer toute notre pensée, notre réfléchir, notre apprendre. Alors, pour trouver notre point d'équilibre, là où l'humain il est naturellement coopératif, aimant et joyeux, créatif, motivé, je vais vous inviter, on va aller observer un petit peu comment fonctionne le cerveau. Donc, notamment le cerveau reptilien qui, lui, s'occupe des grandes fonctions vitales. Et le cerveau émotionnel, le cerveau limbique qui s'occupe de nos émotions. Donc, pour être à notre point d'équilibre, on a besoin que nos besoins soient comblés, nos besoins fondamentaux et nos besoins physiologiques. Les besoins fondamentaux chez les humains, c'est l'amour, le respect, le sentiment d'appartenance, le besoin de reconnaissance, voilà, enfin tous ces besoins-là qui sont nécessaires pour être au monde. Et puis, il y a les besoins physiologiques, donc manger, boire, dormir, éliminer, le contact physique infectieux, qui est un besoin physiologique aussi important que boire chez les humains. Bouger aussi,
vous allez voir que peut-être dans votre expérience, dans le groupe classe, quand les élèves sont assis pendant 1 heure ou 2 heures sur leur chaise, et ben, à un moment donné, ce besoin de bouger, il est pas satisfait et on va avoir des enfants qui risquent de commencer à s'agiter ou en tout cas de ne plus être disponibles pour apprendre. J'ai envie de vous donner un exemple par rapport à éliminer. Souvent, en classe, on va dire: «Bon, ben non, tu iras, aux toilettes, à la récré, tu aurais dû y aller à la récré» et cetera. Un besoin physiologique, ça se contrôle pas, c'est-à-dire que, il doit se combler au moment où il se présente. C'est-à-dire à un moment donné, j'ai pas envie d'aller aux toilettes, à un moment donné, j'ai envie d'aller aux toilettes. Et vous avez peut-être tous fait déjà l'expérience sur l'autoroute d'avoir envie d'aller aux toilettes et puis il n'y a pas d'aire de repos. Et elle est à, je sais pas, 30 kilomètres. Au début, ça va et puis au bout d'un moment, on va se retrouver comme ça. C'est-à-dire qu'on a du mal à se concentrer sur la conduite. N'arrive même plus à regarder le paysage. Peut-être qu'on va s'agacer sur les enfants qui sont dans la voiture ou les autres personnes de la voiture. Finalement, on ne pense plus qu'à ça. La vessie finit par nous faire mal et nous, adultes, on a notre cerveau orbitofrontal, lui, il est mature à 25 ans. Donc, vous voyez que les jeunes que vous accompagnez, en tout cas, ils sont plus jeunes que ça, généralement. Ce cerveau orbitofrontal, en fait, c'est lui qui nous permet de prendre du recul et de se dire: «Ah OK, donc je roule à 130 km/h, l'aire de repos est dans 30 kilomètres, je vais tenir le coup, je sais que je vais pouvoir aller uriner», par exemple. Or, les enfants, ils ont pas cette capacité-là. Et donc, quand on voit, nous, malgré cette capacité-là, dans quel état on peut être quand un besoin physiologique n'est pas comblé, on peut très bien imaginer dans quel état peuvent être les enfants en classe, un enfant qui a soif, un enfant qui a besoin de bouger, et cetera. Donc la première piste là, ça va être de pouvoir combler le besoin et peut-être d'autoriser un enfant à aller faire un tour aux toilettes, à satisfaire son besoin de bouger. Ça peut être aussi effectivement de revoir peut-être aussi le format de la classe. Comment je peux faire des îlots pour que les enfants puissent bouger, et cetera. Parce que, si je souhaite attendre que l'enfant aille aux toilettes au moment de la récréation, par exemple, et ben, j'ai perdu mon enfant, mon apprenant, je l'ai perdu pendant 3/4 d'heure. Si ça fait 3/4 d'heure qu'il a envie d'aller aux toilettes, et ben, son cerveau, il est plus tourné vers les apprentissages, il est tourné vers son besoin physiologique. Parce que je ne peux pas, pour ma survie et la survie de mon espèce, je ne peux pas, apprendre le monde et être en lien avec les autres si mes besoins physiologiques et fondamentaux ne sont pas comblés. Donc la première piste pour avoir des enfants motivés et concentrés, en fait, en tout cas tournés vers les apprentissages, ce qui est votre objectif principal, l'idée, ça va être de pouvoir combler les besoins au moment où ils se présentent. En tout cas, le plus souvent possible et si on ne peut pas le faire, et ben, en tout cas, pouvoir les nommer. Ouah, plutôt que de faire une leçon de morale, on pourra peut-être dire: «Ouah, c'est dur de patienter. Toi, tu as hyper faim, tu as déjeuné hyper tôt ce matin et le repas, c'est qu'à midi. Ça, c'est vraiment dur. C'est dur pour toi de te dire». Et donc ça va souvent aider les enfants à, à pouvoir différer, à prendre du recul un peu sur les situations comme nous, on peut le faire grâce à notre cerveau orbitofrontal. La deuxième piste, c'est accompagner les émotions. Pendant longtemps, on n'a pas tenu compte des émotions. Maintenant, on sait qu'elles sont universelles, qu'elles sont vitales. Elles nous permettent en fait de signifier aux autres ce qui se passe pour nous et de pouvoir, guérir les événements, et de pouvoir mobiliser notre cerveau pour pouvoir répondre à ce qui se passe de la meilleure façon. Maintenant, on sait donc du coup qu'il y a une charge émotionnelle au moment quand il y a un déclencheur, il y a une charge émotionnelle, une tension et une décharge émotionnelle. La décharge émotionnelle, souvent, ça va être les pleurs, rage, colère ou les peurs. Tout d'un coup, on va se retrouver, peut-être vous avez déjà vécu ça, je ne sais pas vous, vous tombez, vous glissez par terre. Vous vous êtes pas fait vraiment mal, mais là, tout d'un coup, il y a une sorte de charge émotionnelle. C'est-à-dire que vous avez les jambes en coton, peut-être les larmes aux yeux, les mains moites, la voix qui tremble et en tout cas, vous êtes pas prêt tout de suite à vous relever. Il va falloir traverser cette décharge émotionnelle et
À l'heure actuelle, on sait que c'est c'est parce qu'on accompagne les émotions et qu'on permet cette décharge émotionnelle qu'on va de nouveau libérer en fait le cerveau des apprentissages, puisque le cerveau émotionnel est au même étage que le cerveau des apprentissages. Et donc, vous avez sûrement des jeunes qui ont tout un tas d'émotions quand ils arrivent dans votre classe. Pendant longtemps, on a dit on laisse au vestiaire en fait ce qui se passe à la maison, ou on laisse à la maison en fait au vestiaire de l'école ce qui s'est passé à l'école pour rentrer à la maison. En réalité, on ne peut pas faire ça nous les humains. On est chargé émotionnellement et ça a besoin d'être entendu parce que sinon le cerveau n'est pas disponible pour les apprentissages. Donc à minimum, il va falloir qu'on puisse écouter, accueillir, nommer ce qui se passe pour l'enfant pour qu'il puisse être de nouveau disponible, pour pouvoir apprendre quand il rentre dans la classe. Donc ça va être c'est possible de nommer: «Ouah, c'est dur pour» moi j'aime bien ce joker-là: c'est dur pour toi, tu as une dure journée, c'était pas facile l'heure d'avant». Voilà, on va nommer en fait ce qui se passe pour l'enfant. Peut-être qu'en ce moment, il est en train de traverser un deuil, une séparation de ses parents, ou un parent qui a perdu son emploi, ou l'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur, un déménagement. Enfin, en tout cas, il y a tout un tas d'événements dans la vie qui nous chargent émotionnellement et on va avoir besoin d'en tenir compte malgré tout. Même si vous me direz: «Quand j'ai un groupe classe, je ne vais pas pouvoir accompagner les émotions de tout le monde». Non, mais en tout cas, peut-être parfois on peut nommer l'émotion pour quelqu'un pour qui c'est plus fort ou peut-être la tension. Des fois, la classe est en tension, je ne sais pas. Je dirais ici chez moi, je suis en Savoie, en France et du coup il neige l'hiver et en tout cas quand il y a les temps de neige, les enfants sont particulièrement chargés émotionnellement. C'est pas si facile de les accompagner, quand, la neige arrive et donc du coup, on pourrait nommer ça aussi. On peut nommer, voilà, ouais, en ce moment-là, c'est pas facile ou là, les masques, le confinement, le manque d'interaction, sociale qui sont des besoins fondamentaux aussi et ben, on peut nommer ça aussi aux enfants. Ça va vraiment les soutenir. Ils vont se sentir reconnus dans ce qu'ils ressentent. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'un ressenti, ça ne se discute pas. On va pas pouvoir dire, je sais pas, «Ben non, tu devrais pas avoir froid, couvre-toi, ou déshabille-toi», et cetera. En fait, c'est tout à fait ça, c'est des besoins, ils sont tout à fait individuels. C'est-à-dire que, j'ai faim quand mon cerveau a besoin de mobiliser, des sucres pour bien fonctionner. J'ai soif quand, je manque d'eau. J'ai chaud, j'ai froid. C'est tout à fait individuel et donc l'idée va vraiment être de nommer et de reconnaître, ce qui se passe pour l'enfant, de façon à ce qu'il se sente compris. S'il se sent compris, alors de nouveau, il va pouvoir être de nouveau un peu plus disponible pour les apprentissages. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler aussi du système de la théorie de l'attachement et des figures d'attachement principales et secondaires. Hem, quand, quand l'enfant naît, il est programmé pour avoir une figure d'attachement principale. Généralement, la plupart du temps, c'est la maman. Et puis il va avoir des figures d'attachement secondaires, c'est-à-dire le papa, les frères et sœurs peut-être. À l'adolescence, vous allez voir que les figures d'attachement en fait se diffusent vers les copains, les amis, de voilà leur père. Et vous, enseignants, vous pouvez être aussi des figures d'attachement secondaires. C'est les la pers c'est la personne, vers laquelle l'enfant va se tourner en cas de détresse. C'est un système d'alarme en cas d'insécurité, de stress, de détresse, ou de peur et cetera. Hem, En fait, ce système d'alarme va s'activer et l'enfant va se tourner pour aller chercher de la sécurité, pour éteindre ce système d'alarme vers sa figure d'attachement. Cette figure d'attachement, c'est une personne qui va apporter du réconfort et de la protection et du coup, on a besoin qu'elle soit disponible, sensible et accessible. Voilà, qu'elle puisse, avoir des réponses stables, cohérentes, et avec beaucoup de compréhension. C'est intéressant de savoir ça parce que ce système d'attachement, il est couplé et inversé avec 2 autres systèmes qui sont les systèmes de prendre soin et les systèmes d'exploration.
Donc, si mon système est en alerte, mon système d'attachement est activé, que je me sens en insécurité, mon cerveau est sous stress, je ne peux pas explorer le monde, je ne peux pas prendre soin de quelqu'un parce que je dois d'abord m'occuper de ma survie. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir vraiment comprendre ça parce qu'on ne peut pas booster un système d'exploration, la motivation, les apprentissages, etc., si on n'a pas un minimum éteint le système d'attachement. Voilà. Donc, si on n'a pas un minimum, ce que je disais par rapport aux émotions tout à l'heure, apporter de l'écoute des émotions, sécuriser l'enfant pour qu'il puisse en fait, voilà, éteindre son système d'attachement, se sentir de nouveau en sécurité pour pouvoir prendre soin et explorer. C'est la même chose pour les adultes. C'est-à-dire que si je me sens en insécurité, et cetera, ça va être très difficile de prendre soin. Je dirais qu'on a vraiment besoin de prendre soin de ceux qui prennent soin. C'est-à-dire que, je dirais à tous les étages de la société, y compris au niveau institutionnel, je trouve que c'est important aussi de prendre soin, eh ben, des soignants, des enseignants, de tous les professionnels qui sont en lien avec les enfants, parce que vous êtes au front de pouvoir prendre soin de ces enfants-là pour qu'ils puissent se sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir à leur tour apprendre, explorer, être motivés dans les apprentissages. Et donc du coup, chaque fois qu'on va pouvoir écouter les émotions des enfants et qu'on va pouvoir offrir, reconnaître leurs ressentis, offrir de la compréhension, des liens d'attachement, et cetera, et ben, ça va favoriser, leur point d'équilibre, de se retrouver à leur point d'équilibre et à leur bon fonctionnement. C'est très intéressant d'avoir des figures d'attachement secondaires. Vous, enseignants, vous pouvez tout à fait être des figures d'attachement secondaires pour ces enfants-là. C'est-à-dire que quand ils vivent des choses très difficiles à la maison, peut-être que la figure d'attachement, eh ben, le système est très activé à la maison. Et le fait de pouvoir trouver des personnes ressources, un allié, etc., aussi à l'école, eh ben, ça va vraiment les aider. Du coup, voilà, ce système d'attachement des élèves va demander une implication, affective des professionnels. Il y a Maëlle Vira qui a écrit un livre, je vous le mettrai en référence, qui s'appelle «Quand les profs aiment les élèves», voilà, qui parle de ça, de toutes les études, de milliers d'études en fait, hein, qui montrent, cette chose-là. À l'heure actuelle, on ne peut plus dissocier l'affectif du cognitif, hein, et quand les enseignants peuvent apporter de l'empathie, de la chaleur, de la bienveillance, peut-être aussi des moments, dans des temps formels ou dans des temps informels aussi, en interclasse ou en début de classe, ou favoriser, enfin voilà, des petites attentions. On va peut-être pas pouvoir donner une attention à chaque enfant, à chaque heure de cours, mais peut-être que sur une semaine ou 15 jours, essayer de veiller, de voir si j'ai pu donner, un petit temps d'attention, et cetera, où l'enfant a pu se livrer peut-être émotionnellement aussi, ou a pu se sentir en sécurité avec moi et qui va pouvoir favoriser, hem le lien affectif entre les enseignants, entre vous enseignants et vos élèves. Parce que, du coup, ça va entraîner de meilleurs résultats scolaires, ça favorise le développement intellectuel, la pensée critique aussi, la créativité, l'engagement, la motivation. Ça permet à l'élève de progresser, de réussir, voilà, et puis, ça va développer aussi toutes ses compétences, psychosociales. Du coup, ben, voilà, l'idée dans ces cas-là, ça va être vraiment un peu ce que disait aussi, enfin, c'est ce que tu partageais aussi Julien tout à l'heure, hein. C'est plutôt cette idée d'allumer, un feu plutôt que de remplir un vase et de pouvoir, partir aussi de ce que savent déjà les élèves par rapport à leurs connaissances. Peut-être aussi moi pardon, je vais me mettre à la diapositive d'après, voilà. Pour allumer le feu, comment on fait? J'avais envie de vous parler de la motivation intrinsèque et de la motivation extrinsèque. À chaque fois souvent on est dans des systèmes, alors je ne sais pas comment c'est pour vous au Portugal, mais quand il y a un système de notes ou de récompenses, et cetera, on va affaiblir la motivation intrinsèque, celle dont je parlais là, du tout petit là, qui va se relever 1000 fois pour pouvoir apprendre à marcher, et cetera, qui a une motivation ultra puissante,
quand on commence en fait à avoir des attentes extérieures, à donner des notes, à comparer, à comment dire, voilà, c'est-à-dire je perds mes mots. Ouais, enfin, à classer les enfants en fait, en tout cas, et cetera, avec des notes, et cetera, et ben, on affaiblit complètement la motivation intrinsèque voilà, donc vers une motivation extrinsèque, mais du coup, au détriment de la motivation et des apprentissages. L'erreur, pendant longtemps, elle a été bien vue jusqu'au Moyen Âge et puis à partir du Moyen Âge, elle a été vraiment, dévalorisée, mal notée, on va dire. Alors que l'erreur, c'est une information. C'est une information qui nous donne, l'information de: est-ce que c'est acquis? Est-ce que c'est non acquis? Est-ce que c'est en voie d'acquisition? Voilà, et c'est parce que je fais des erreurs que parce que je vais faire plein d'erreurs que je vais devenir à un moment donné un expert. Donc l'erreur est très, très intéressante, mais on va aussi faire attention à ne pas toujours corriger l'erreur. On peut aussi faire de l'écoute avec le groupe classe, par exemple. On va pouvoir peut-être faire de l'écoute active, avec un enfant. «Ben alors, qu'est-ce que tu en penses toi? Tu crois que c'est ça? Et vous? Et vous? Est-ce que vous avez d'autres réponses à offrir?» et cetera. On va aller chercher effectivement, en fait, en tout cas, au niveau intelligence collective, on va aller chercher, on va aller chercher en fait des réponses et permettre à l'enfant finalement de se réajuster tout seul. Bah, il va pas avoir besoin d'être mal noté par l'extérieur, mais plutôt il va vérifier pour lui-même en fait. Bon, là je me suis trompée, là je me suis pas trompée, qu'est-ce qu'en pensent les autres, et cetera. Ça, c'est assez intéressant. Ça me fait penser à un témoignage d'un enseignant que j'ai rencontré il y a quelques années. Alors lui, c'était en histoire géo et donc il me disait: «Mais alors Isabelle, moi je fais acheter un petit carnet à mes élèves et puis, je leur demande quand il va y avoir une interro de noter tout ce qu'ils veulent sur leur carnet, issu du livre ou de leur cours. Ils font ça à la maison et ils savent à peu près de quoi va retourner l'interrogation. Arrivé au moment du devoir, ils avaient l'autorisation bien sûr de consulter leur carnet, ce qui vous fait peut-être penser à ce qu'on appelle les anti-sèches. Les enfants, c'est très fort l'anti-sèche, c'est-à-dire qu'ils sont capables, avec une anti-sèche, d'extraire la quintessence du cours pour pouvoir, en fait, bon, essayer d'avoir, enfin, en tout cas, peut-être une bonne note, mais en tout cas, réussir leur devoir. Et là, ce qu'il proposait à ses élèves, c'est donc du coup, puisque cette quintessence, elles étaient autorisées à aller la chercher, de pouvoir après aller discuter avec les autres élèves de la classe pour pouvoir comparer ce qu'ils avaient pu extraire eux-mêmes et pouvoir enfin finalement choisir ce qu'ils allaient poser sur leur devoir. J'aime beaucoup cette idée-là, moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me ferez des retours peut-être. Voilà, et puis, il y a la question vraiment aussi avec les notes, enfin voilà, enfin, pourquoi avec ces erreurs qui sont mal notées, il y a aussi toute cette question du processus ou du résultat. Est-ce que c'est le résultat qui est important ou est-ce que c'est le processus? Tu en as parlé, Julien, aussi, hein, voilà, le rythme de l'enfant, voilà, comment il expérimente, les erreurs qu'il fait, comment j'apprends de mes erreurs, et cetera. C'est vraiment très, très intéressant dans l'apprentissage, pour retenir les choses et aussi, dans la motivation. J'ai mis sacrifier l'enthousiasme. André Stern dit qu'on sacrifie l'enthousiasme pour la réussite, alors que la réussite est l'effet secondaire de l'enthousiasme. Si je suis enthousiaste, eh ben, je vais avoir envie d'apprendre. Je ne vais même pas sentir que j'apprends parce que ça va être facile, parce que je suis portée par mon enthousiasme, par le choix de cet apprentissage. Donc du coup, je vais acquérir facilement des compétences et ces compétences, elles vont à un moment donné être utiles à quelqu'un et donc du coup, je vais accéder à la réussite. Donc vraiment, moi, je vous invite vraiment à aller chercher, voilà, comment allumer le feu, hein, finalement, par rapport à ces apprentissages, comment ouais, favoriser cet enthousiasme et l'enthousiasme, il va être utile à toutes les étapes des apprentissages. Dans les apprentissages, il y a la phase d'immersion, au moment où en fait je vais rentrer dans la connaissance, peut-être en tout cas par des apports extérieurs ou par mes propres recherches ou parce que je sais déjà sur le sujet, je vais faire du lien avec tout ça. Ensuite, il y a la phase d'intégration. La phase d'intégration, c'est une phase
où je vais intégrer, faire mien ces apprentissages. Cette phase nécessite, elle est importante, mais pour qu'elle puisse se faire, je vais avoir besoin de buller, de me reposer, de rêvasser, de ne rien faire ou de faire toute autre chose que ce que je viens d'apprendre. C'est à ce prix-là que je vais pouvoir intégrer mes apprentissages. Et là, on voit que du coup, c'est un peu compliqué parce que là, vous êtes avec des adolescents, donc ils ont besoin encore de temps de qualité avec leurs parents. Ils ont besoin de développer leurs amitiés, leurs amours, ils ont encore besoin de temps de jeu, de remplir leur réservoir affectif. Ils ont besoin de faire sens aussi, de trouver un sens à leur vie. C'est aussi une étape où il y a énormément de modifications au niveau physique. Ils sont fatigués, au niveau, hormonal aussi, au niveau psychique, ils sont en pleine construction. Il y a le cerveau est en véritable chantier à ce moment-là et souvent quand on rajoute encore des devoirs après une journée de travail, on va se retrouver avec, on va empêcher toutes ces phases-là, tous ces besoins-là qui sont là. Donc ça met aussi le cerveau sous stress, donc ça va affaiblir aussi finalement notre capacité d'apprendre et puis, et ça va empêcher cette phase d'intégration qui est de buller, rêvasser, faire toute autre chose et cetera. En tout cas, je vous invite à essayer de porter à la fin de cette, conférence, en fait, un autre regard aussi peut-être sur, les comportements des jeunes et leurs besoins. Et puis, il y a la 3e phase, c'est la phase d'affinage. Donc, là où je vais développer mon esprit critique, peut-être aller voir, des experts et cetera, affiner ce que je viens d'apprendre. Tout ça va beaucoup être, favorisé aussi par, bouger. On a vu tout à l'heure que c'était un besoin, physiologique, mais ça favorise vraiment les apprentissages, le besoin de bouger. Bouger, jouer, rire, c'est vraiment ça va diminuer les tensions, le stress, ça crée du lien, ça va vraiment apporter, je reprends un petit peu mes notes, pardon. Ça favorise, tout ça, ça favorise la sécrétion d'un engrais du cerveau supérieur qui est le BDNF. Vous irez chercher. Voilà, tout ce qui est jeu libre, jeu coopératif. On peut transformer des jeux de compétition en jeux coopératifs. On peut proposer un petit jeu en cercle d'ouverture de classe, pour mettre les enfants dans du lien, de la sécurité, du partage et ça va vraiment favoriser les apprentissages. Et puis, ça favorise aussi d'avoir une mémoire positive de la classe et donc l'envie et l'enthousiasme de nouveau, hein, de venir en cours et cetera. Il y a une expérience qui est décrite dans le livre de Peter Gray, c'est le test de la bougie de Dunker. C'est une énigme qui est très difficile à résoudre et ils ont fait une expérience, ils ont fait 3 groupes. Dans le 1er groupe, on leur a demandé de solutionner cette énigme comme ça. Dans le 2e groupe, on leur a montré un documentaire de mathématiques pendant 5 minutes et après de solutionner l'énigme. Dans le 3e groupe, on leur a montré en fait un film burlesque pendant 5 minutes et de solutionner ensuite l'énigme. Les résultats sont impressionnants, c'est-à-dire que dans les 2 premiers groupes, les résultats, c'est 13 et 20%. Dans le 3e groupe, qui a vu un film burlesque, c'est 75% de réussite, pour résoudre cette énigme. Donc en fait, bouger, jouer, rire sont des éléments essentiels aussi pour favoriser la motivation et les apprentissages. Voilà et puis, j'ai envie de vous poser la question aussi de peut-être plutôt que de relever les faiblesses des enfants, enfin, là où c'est difficile pour eux et cetera, même si on va les accompagner sur ce chemin-là, au contraire comme une information. C'est-à-dire que si ce n'est pas acquis et ben, ça veut dire que tu as besoin de plus de temps pour arriver, à cet apprentissage, mais peut-être essayer de relever leurs forces, de voir un petit peu quelles sont leurs forces, il y a des jeux qui existent, là j'en ai un. Je vous mettrai aussi c'est les cartes des forces. Donc ça permet de voir un petit peu de développer un peu notre, je sais pas, parce que là, si on a en tête comme ça quelles sont les forces des humains, on n'en a peut-être pas trop qui nous viennent en tête, mais en tout cas, voilà, si on peut essayer d'explorer ça, ça va nous permettre de relever les forces de chaque élève. C'est un peu ce que tu disais aussi, Julien, avec les intelligences multiples, les natures multiples et cetera. Il y a autant de formes d'intelligence que d'humains sur terre
Et il y a juste que pour certains élèves, en fait, la manière dont on enseigne ne va pas correspondre à leur forme d'intelligence. Et donc, du coup, ça va être intéressant d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe pour eux, qui est cet élève-là. Je voulais dire quelques mots sur la mémoire traumatique. Tous les mots qui blessent, les étiquettes, les critiques, les jugements, les leçons de morale, vont entraîner en fait un stress, une charge de cortisol et d'adrénaline importante dans le cerveau et donc ça va se stocker dans l'amygdale. L'amygdale, c'est pas l'amygdale de la gorge, c'est une petite zone du cerveau émotionnel qui est le siège de notre mémoire inconsciente et de nos blessures. Si je vis ça et que j'en ai pas pris conscience, si j'ai vécu ça moi enfant et que j'en ai pas pris conscience, quand je deviens un adulte et que je me retrouve dans une situation similaire avec des enfants, je vais utiliser ces choses-là qui m'ont blessée, peut-être en accompagnant les enfants. Donc j'ai besoin d'en prendre conscience, hein, de faire le lien aussi avec mon histoire et en tout cas de voir que toutes ces choses-là, elles ne favorisent pas la motivation et l'enthousiasme, l'envie d'être en cours et d'apprendre. Elles vont abîmer, elles nous ont abîmés, elles risquent d'abîmer aussi les élèves et les enfants qu'on accompagne. Quoi faire avec ça en tout cas? Si jamais, du coup, j'ai un stress important et cetera, que je me suis sentie blessée par une situation, le fait de pouvoir nommer non seulement nommer les émotions, mais pouvoir les accueillir la décharge émotionnelle et ben, ça va me permettre de guérir ces événements, de faire baisser la charge émotionnelle et de transporter l'événement vers l'hippocampe. L'hippocampe, c'est, le siège de la mémoire consciente et le siège des apprentissages et donc je vais pouvoir tirer le leçon, de ce qui s'est passé pour moi, soit pour l'éviter, soit pour le retraverser plus facilement. Hein, alors, j'arrive pas à, ah voilà. Donc quoi faire de ça avec, quand on est un adulte et que parfois on est réactivé, on peut être réactivé par, il y a certains il y a des enfants avec qui on a du feeling facilement et puis il y avait des enfants avec qui c'est plus difficile. Il y a des comportements d'enfants qui sont plus difficiles et cetera. Donc pour pouvoir, être, la personne compréhensive, attentive, bienveillante dont l'enfant a besoin pour favoriser, ses apprentissages et sa motivation et ben, je vais avoir besoin de remplir mon réservoir affectif. Parce que toutes les sensations de bien-être, elles nous apaisent, elles élèvent notre seuil de tolérance, elles soutiennent notre créativité et du coup, ça va me permettre de pouvoir m'accueillir avec bienveillance, moi adulte et plus je m'accueille avec bienveillance, plus je vais pouvoir accueillir avec bienveillance les enfants que j'accompagne aussi, là où ils en sont, tels qu'ils sont. Ça va me permettre aussi de prendre soin de moi. On l'a vu tout à l'heure, hein, le système d'attachement, si moi-même je suis en stress et cetera, je suis réactivée et cetera et ben, je vais pas pouvoir prendre soin si j'ai pas pris soin de moi d'abord. Donc ça, c'est vraiment un moment très important et lâcher l'injonction de perfection. Moi, j'invite tous les adultes du monde entier à lâcher cette injonction de perfection qui nous pèse, qui nous fait faire des trucs pour nous, pour les enfants qu'on accompagne et cetera et voilà, les enfants, ils ont pas besoin ils ont pas à être parfaits, ils sont parfaitement imparfaits, nous sommes parfaitement imparfaits et hem et on fonctionne beaucoup mieux tous comme ça, de moins se mettre la pression pour pouvoir être dans le prendre soin. Et donc du coup, pour pouvoir aller vers une relation vivante et de confiance et beh, développer notre écoute et être un allié pour les jeunes. Développer notre écoute. Les techniques d'écoute, elles sont assez faciles à comprendre. Mais c'est la mise en place, en fait, qui est la plus difficile. C'est-à-dire il va falloir s'entraîner à un nouveau langage, une nouvelle musique, c'est-à-dire de pouvoir aller chercher, se mettre en mode chercheur et aller chercher qu'est-ce qui se cache derrière les comportements des enfants et pouvoir nommer, reformuler leurs ressentis, mieux les comprendre. Parce que si je me sens compris et ben, à ce moment-là, je vais pouvoir m'ouvrir et entendre le point de vue de l'autre et pouvoir rentrer dans les apprentissages. Alors que si je ne me sens pas compris, souvent je vais me fermer. Donc du coup, on a vraiment besoin, nous les adultes, de développer notre écoute pour pouvoir être des alliés pour les enfants et c'est à ce prix-là que du coup, ils vont pouvoir développer leur enthousiasme, leur envie d'apprendre, leur motivation.
J'ai un petit dernier slide pour clôturer. Donc, voilà. L'affection qu'on peut porter aux enfants qu'on accompagne, l'attention qu'on leur donne, la compréhension, le prendre soin, le regard bienveillant qu'on va leur porter, va leur permettre de se sentir en sécurité et du coup actionner la motivation, une bonne estime de soi et du coup développer pour eux-mêmes alors après en plus leurs compétences psychosociales, l'empathie, le prendre soin et cetera et ainsi de suite. Voilà, merci pour votre écoute. Je vais arrêter. Merci beaucoup Isabelle. Je crois que c'était vraiment, vraiment très intéressant. On a eu pour le moment que des très, très jolis commentaires. Effectivement, je pense que votre discours et votre théorie, bien, je pense qu'on soit déjà tous plus ou moins convaincus de ce que vous avez avancé, mais je pense que c'est important de se remémorer ces grands axes pour aussi, encore une fois, changer notre regard sur le comportement de nos jeunes, rappeler qu'effectivement, avoir une mémoire positive de la classe, ça peut justement motiver nos apprenants, que le climat de classe est essentiel et que la perfection, évidemment, n'existe pas. Ce n'est que pour les dieux. Je crois qu'il y a eu un commentaire. Oui. Voilà. Alors, je ne sais pas, Camille, toi qui as un peu suivi aussi les questions, mais en fait, moi, je n'en ai pas repéré. Alors, non, pas vraiment de questions, plutôt des commentaires très positifs, hein, comme on l'a dit, vraiment. Que ce soit sur Facebook, on nous dit, c'est vrai, tout doit être questionné. On remercie aussi Julien d'avoir donné des idées pour permettre aux apprenants d'être actifs et tenir compte de leurs émotions. Le côté affectif est très important, bien sûr. Et donc, plein de commentaires positifs, comme vous pouvez le voir dans le chat. Des moments de réflexion vraiment formidables. Je vais permettre à tout le monde de réactiver son micro si vous avez des questions ou des commentaires que vous voulez faire. Peut-être que ce sera plus direct. Alors, c'est vrai que ce soir, du coup, on était sur une thématique un peu différente des autres fois. On vous a apporté moins d'outils concrets, mais en même temps, la réflexion, je crois que c'est vraiment très, très important aussi de se remémorer ces grandes réflexions qui aussi nous permettent de mieux entrer en classe et de préparer justement votre retour à l'école ces prochaines semaines. Et ça fait du bien aussi d'entendre, de se remémorer. Est-ce que vous avez qui veut prendre la parole? N'hésitez pas. Moi? Oui. Merci. Bonsoir. 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 Merci beaucoup. Très intéressant. Ce soir, Julien, à vous tous et à vous toutes. Moi, j'aimerais juste savoir l'âge de ce public apprenant. Enfin, parce que mes élèves ont de 15 à 19 ans. Donc, c'est super intéressant et c'est vraiment magique l'enseignement. Mais j'ai quand même un public un peu plus âgé. Enfin, je pense. Mais j'en sais rien. En fait, la question derrière, c'est ce que nous a dit Isabelle, ce que nous a dit Julien, est-ce que ça peut s'appliquer à un public un peu plus âgé? Alors, je vous laisse répondre. Alors, pour moi, ça s'applique à tous les âges. Il n'y a pas d'âge. Oui. Et pour Même moi, aux adultes. Et même aux adultes, exactement. bien sûr. Ouais. C'est ce que je disais, hein, les activités, les dynamiques de groupe, le travail en équipe, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. On revient sur le team building. Il y a beaucoup d'activités qui se font pour casser un peu cette éducation qu'on a eue tous de travailler en individuel et en compétitivité. En entreprise, on a besoin de voir des gens qui travaillent ensemble, qui collaborent, qui coopèrent. Donc, c'est vrai que si on fait un travail, nous aussi, on a besoin dans le contexte scolaire de réhabituer les gens à s'épauler, à travailler ensemble, à être complémentaires, et à coopérer, quoi. Donc, oui, c'est vraiment au goût du jour. C'est pour ça que je dis, je pense que vous trouverez énormément de choses sur Internet. Il y a énormément d'activités qui sont proposées pour les dynamiques de groupe à tout âge. Soyez vigilantes sur la réaction de votre… Soyez à l'écoute.
Soyez à l'écoute tout Oui. simplement de la réaction de votre public et soyez pas, ne placez pas la barre trop haute dès le départ. Ça ne sera pas parfait, mais c'est perfectible. Donc, les premières activités, peut-être, elles seront un petit peu bancales. Ça ne sera peut-être pas tout à fait adapté à votre public de 15-19 ans et en tout cas votre groupe particulier, comment il a été constitué. Mais au fil des activités, si vous êtes à l'écoute de comment ils réagissent et comment ils s'investissent dans les activités que vous proposez, vous pourrez affiner vos propositions. Voilà. Oui, merci beaucoup. Moi, je pense qu'on le fait, enfin, je pense que je le fais inconsciemment, puisqu'il m'appelle toujours de trop maternelle. Là. Mais voilà, moi, là, avec tout ce que vous avez dit, ça me fait réfléchir. Et c'est vraiment enrichissant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, je crois que Salah a levé la main. Salah, je vous cède la parole. Vous voulez poser une question peut-être? Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui. Très bien. Donc, tout d'abord, je vous remercie tous les deux pour l'intervention. C'est très riche et très enrichissant également. Je souhaiterais également, mon intervention va porter sur les deux volets, que ce soit celui de Julien ou notre formatrice également. Donc, pour ce qui est la construction du projet ou bien de la tâche finale, parfois, en fonction des niveaux ou bien des sous-niveaux qu'on nous donne pour qu'on prenne en charge, parfois on trouve des apprenants qui n'ont pas acquis des compétences, que ce soit globales, des compétences générales. Donc, on n'est pas vraiment sûr est-ce qu'ils seraient capables de suivre avec nous les tâches finales qu'on trouve parfois définies sur des méthodes avec lesquelles on travaille dans les alliances françaises, par exemple, pour nous, Alliance française de Safi au Maroc. Donc, parfois, on est un petit peu perplexe. On ne sait pas, est-ce qu'il faudrait garder la même tâche finale ou peut-être la changer et commencer par, comme ce que vous avez dit, par ce que veulent les apprenants, ce qu'ils en pensent également, est-ce qu'il faudrait modifier, moduler. Voilà, donc ça va être ça pour la première partie de la question. La deuxième partie porte sur le côté psychologique, notamment celui de l'adolescent. La motivation d'un adolescent, ça reste vraiment une tâche assez délicate. Je savais bien que concernant le développement moral d'un adolescent, un adolescent, ça se détache de tout ce qui est parental, ça se détache de tout ce qui est adulte. Il essaie de créer une certaine affinité avec les pairs, comme on dit, donc dans le développement moral, le développement cognitif des adolescents. Et la dame, je crois qu'elle est très connaissante là-dessus. Donc, comment, par exemple, moi, adulte, comment je pourrais je sais pas, donc combler cette lacune et comment pourrais-je colmater cette brèche, d'accord, qui se crée de façon naturelle chez un adolescent qui peut-être devient plus ou moins méfiant, ce qui vient, notamment sur le plan affectif et sur le plan moral également. Donc, quelles seraient les limites de mon intervention là-dessus? Et je vous en remercie. J'espère que mes deux questions, mes deux interventions ont été assez claires. Je vous remercie encore une fois et je vous salue tous. Merci à vous. Alors, je ne vais pas reformuler la question. Je vous laisse Isabelle et Julien répondre directement. Tu veux commencer, Isabelle? Ou je commence? Oui, alors, moi effectivement, comme vous dites,
ils vont développer leur attachement vers leur père, etc. Ça prend beaucoup de place, ce besoin-là d'être, que ça fasse sens, que leur vie fasse sens, etc. Mais nous, on peut vraiment aller, même à l'adolescence, ils ont encore besoin des adultes, ils ont envie d'être au monde avec nous, ils ont plein de choses à nous partager. On peut aussi vraiment rentrer dans leur monde, s'intéresser à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils font, même si c'est des jeux vidéo, même si c'est des sujets qui nous réactivent, nous. L'idée, c'est de pouvoir aller rentrer dans leur monde, peut-être proposer des jeux. Moi, je trouve que le jeu, c'est le plus court, le rire, c'est le plus court chemin entre un enfant et un adulte, hein. Enfin, entre deux humains, hein, finalement, on pourrait dire ça. Et donc, pouvoir mettre voilà, des jeux, pas forcément des jeux pédagogiques, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le jeu pédagogique enfin, pour la pédagogie, mais je crois que le jeu pour rire soutient énormément la pédagogie aussi. Et donc, tout ce qui va favoriser le lien, peut-être les tons informels, les attentions, l'écoute, de pouvoir, s'ils se sentent compris quand même, on va pouvoir vraiment aller, on va pouvoir se rapprocher quand même d'eux, oui. Et parfois même, je dirais, on peut devenir du coup une figure d'attachement secondaire et réparer des choses aussi qu'ils n'ont pas, enfin une sécurité qu'ils n'ont pas eu peut-être plutôt plus jeunes, au niveau soit à l'école, soit à la maison, etc. Et du coup, on peut être aussi, enfin je sais pas, peut-être chacun, peut-être a dans son histoire un adulte, un enseignant formidable qui a changé notre vie aussi. Enfin, moi je trouve qu'à un moment donné, voilà, on peut aussi être cet allié. Malgré, voilà, qu'ils se tournent aussi vers d'autres, vers l'extérieur. Merci Isabelle. Oui, c'est très délicat sur le sujet des adolescents. Parfois, on voit qu'il y a beaucoup plus de complicité entre eux, entre elles, etc. Et c'est très difficile de je sais pas, de s'intégrer dans leur monde, quoi. Voilà, donc là, c'est pour ça que j'avais posé la question. En tout cas, merci. Mais pour les adultes, c'est très délicat. C'est très délicat. Donc, ils ont peur de juger, ils ont peur de faire des fautes, de faire des erreurs. Moi on a proposé sur le plan de notre analyse d'enlever tout ce qui est évaluation. Parce que pour eux, l'évaluation finale, à l'écrit, donc on a pensé à omettre l'évaluation. Peut-être que ça va les encourager un petit peu à être, que la motivation soit endogène, ou bien soit, comme on dit, intrinsèque plutôt que extrinsèque, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Et puis, on peut peut-être leur proposer de s'évaluer eux aussi. Ça leur permet de se sentir moins jugés aussi, parce qu'ils ont cette capacité-là aussi de pouvoir dire où ils en sont. Et ça peut être intéressant. Il y a Daniel Favre qui a écrit « Cessons de démotiver les élèves », qui est un livre plein de ressources par rapport à ça aussi, par rapport aux erreurs, à la motivation, etc. Que tu mettras dans je le mettrai PowerPoint. dans la bibliographie, ouais. Moi, je rajouterais que vous avez une part de responsabilité, hein, comme j'ai dit, dans la dynamique de groupe. Le groupe ne va pas se gérer tout seul. Enfin, en tout cas, si vous le laissez se gérer tout seul, surtout quand ils sont à cette étape d'adolescence, mais à toutes les étapes, ils se réinventent. Donc il va y avoir des mouvements. Il faut être en capacité de savoir cette casquette d'animateur, de pouvoir gérer les conflits qu'il peut y avoir, les anticiper. Et casser peut-être ces petites dynamiques. Si vous laissez faire, si vous laissez le groupe se gérer tout seul, il va y avoir des sous-groupes. Ils vont se réunir naturellement parce qu'il y a des similitudes, parce qu'il y a une complémentarité. Donc, ils vont se chercher, ils vont se trouver. Mais je vous invite à essayer de casser cette dynamique, de les faire travailler tous les uns avec les autres, parce qu'on ne soupçonne pas les affinités qu'on pourrait avoir avec des personnes que peut-être physiquement, on se dit, lui, je n'ai rien à voir avec lui. Et puis, avec ces activités de chercher quelqu'un qui… on lui pose une question, tu joues d'un instrument de musique? J'aurais jamais cru que tu jouais d'un instrument de musique. Et du coup, moi aussi, je jouais d'un instrument de musique. Et on se trouve des affinités qu'on ne soupçonnait pas. Donc, vraiment, investissez-vous dans cette gestion du groupe et faites-les se découvrir les uns les autres. Si vous gérez ça, si vous êtes vraiment meneur de groupe, vous allez avoir un groupe qui sait se respecter les uns les autres et qui sait vivre avec la différence.
Il faut accepter qu'on n'est pas tous pareils, on est en train de se découvrir, on est en train de se chercher, mais on peut vivre ensemble, on peut se respecter et dans nos similitudes ou dans nos différences. Voilà, je pense que ça va vous aider. Oui, et puis là, qu'est-ce que je voulais rajouter? C'est le… Non, moi, j'ai perdu mon fil, je le reprendrai tout à l'heure. Merci On a un petit Isabelle. problème ici au Maroc. Je ne sais pas Voilà. si je suis audible ou pas. Est-ce que je suis audible? Le micro est un peu Vous m'entendez? endommagé. Ouais. Oui, je voulais dire qu'en fait, ils apprennent de nous en neurones miroirs. Les neurones miroirs, les enfants, ils apprennent. Donc, plus on est cohérent avec nos valeurs, plus notre parole est impeccable, plus on est respectueux et bienveillant, plus ils vont apprendre aussi de nous. Donc, on a vraiment besoin de travailler aussi ça, nous, parce qu'on va aussi avoir une influence, enfin, aussi pour eux, entre eux, de la manière dont on s'occupe d'eux, dont on les accompagne. Oui, parfois même, nous, on peut se mettre dans ce contexte ici au Maroc parce qu'à l'Alliance française, on adopte la pédagogie actionnelle, mais dans l'établissement public, on a une autre pédagogie plus ou moins communicative, communicationnelle, et puis la contrainte des évaluations. Donc, nous-mêmes, en tant qu'enseignants, on travaille dans les établissements publics et on travaille en tant qu'enseignant vacataire à l'Alliance française. Donc, parfois, c'est très difficile d'enlever une casquette, de remettre une autre, etc. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous nous conseillez également? Moi, personnellement, je pense qu'on n'a pas… il y avait quelqu'un qui… Enfin, j'avais entendu dire à une époque… l'éducation se fait à la maison et l'enseignement se fait à l'école. Quand un enfant passe 6 heures, 7 heures à l'école, on ne peut pas se permettre de séparer les choses. Je pense qu'on a une part de responsabilité en tant qu'enseignant. Alors, c'est un peu… on a envie de se dire, bah, moi, je suis enseignant, je ne suis pas… Mais en fait, il faut… L'enseignant, c'est quelqu'un qui est capable de jouer plusieurs casquettes. C'est pas le papa remplaçant, hein, mais c'est une figure qui représente beaucoup pour les enfants. Mais il faut être capable d'assumer cette casquette et parfois peut-être intervenir sur des moments d'éducation, quelque chose qu'on pourrait imaginer, bah ça, c'est à voir avec tes parents, parce que là, c'est un manque d'éducation. Mais il faut pouvoir le traiter et il faut pouvoir le gérer aussi. Hein. Oui, puis ils c'est apprennent notre de tous les responsabilité aussi. adultes, ils Ouais. apprennent de tous les adultes qui les entourent. Puis je crois qu'effectivement, on peut pas, enfin, on est un être global, enfin, on n'est pas, oui, on est différent en fonction des personnes, des personnes qu'on côtoie, etc. Effectivement, mais en tout cas, on est toujours nous quand même. Hein. Donc, Il y a d'autres ouais, je sais pas, D'autres questions peut-être? ouais, d'autres questions. Il y a Alice qui a levé la main. C'est très gentil. Merci. Alice? Alice Oui. Tavares, oui. Vous avez levé la main. Bonsoir. Bonsoir. J'étais en train de vous écouter. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai passé ma journée en train d'assister à des webinaires des enfants, apprendre à jouer avec des enfants. Je me suis dit, bah, c'est peut-être intéressant pour passer le week-end avec mes petits-enfants. Après, j'avais vu le vôtre aussi. Et je me suis dit, oh, bah, celui-là aussi, il est très intéressant. Je vais voir ce que je vais apprendre de nouveau. De toute façon, ce que je voulais dire ici, je pense que c'est un peu la tendance dans l'enseignement et un peu partout. Moi, je parle du Portugal, du moins. Toutes les nouvelles théories s'orientent dans ce nouveau sens. Et que c'est vrai qu'avant, et moi j'ai déjà une trentaine d'années d'enseignement, et que c'est vrai qu'avant, on avait une image des enfants, des apprenants complètement différente, et que c'est vrai aussi que quand on sortait en visite étude ou quelque chose du genre avec les petits, ils nous disaient bah, mais on dirait que vous n'êtes pas la même personne. Pourquoi? Parce que c'était le moment où on était plus proche de justement ce que les nouvelles théories nous incitent à faire maintenant. Et c'est justement du moment qu'on a réussi à avoir une bonne empathie avec eux, bien, on a tout ce qu'on veut d'eux. Oui. On réussit tout ce qu'on veut. Bien sûr que c'est plus difficile avec quelques jeunes.
je peux vous dire que, par exemple, moi, je suis prof de portugais et de français. Et que j'ai reçu cette semaine un petit qui est venu de l'Afrique du Sud. Alors, ceci fait qu'il parle pas du tout, presque rien de portugais, absolument rien de français, et que du coup, je me suis vue pour pouvoir lui enseigner quelque chose le plus basique que ça puisse être de portugais, de me mettre à parler mon anglais complètement ridicule. Et j'ai dit à la classe, eh ben, excusez-moi, mais c'est l'anglais que j'arrive à parler maintenant parce que je ne le parle pas depuis une trentaine d'années. Donc, on va faire un petit effort. Alors aujourd'hui, le petit devait dire qu'est-ce qu'il aimait comme matière et pourquoi. Qu'est-ce qu'on faisait? Il me disait l'anglais parce que je suis bon en anglais. Et le portugais parce que je trouve ça intéressant. Et ce n'était pas le portugais qui était intéressant, c'était le temps que j'avais arrangé disponibilité. Pour lui, que je m'étais procuré pour lui, pour être disponible, pour le faire apprendre un petit peu plus. C'est-à-dire être plus proche. Quelqu'un disait être un peu plus maternel. Et parfois, on l'appelle de fils ou de fille, mes enfants. Et c'est vrai, ils sont un peu tous nos enfants. Et qu'il y a des théories on ne va pas les boire dans les livres. Ça s'apprend avec notre expérience. C'est tout naturel. C'est absolument naturel. Et ce sont nos erreurs. C'est notre capacité d'écoute qui nous fait réussir, qui nous fait apprendre à choisir le chemin le plus évident, celui qui va nous apporter de meilleurs résultats, chercher le bon chemin. Je ne crois pas, on doit voir un petit peu. Et puis, ce qui marche avec moi, ça peut ne pas marcher avec mon collègue d'à côté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu l'empathie, justement, créée avec les élèves, la classe, qui permettent à ce prof de faire avec eux ce que moi, j'arriverai à faire. Ou le contraire, des choses que mon collègue peut faire avec eux, et moi, j'arriverai jamais à le faire. Donc, c'est vrai, donc ces nouvelles théories, on ne va pas y arriver. Et je suis sûre qu'on aura des adolescents qui deviendront des adultes beaucoup plus critiques, beaucoup plus engagés dans ce qu'ils font. Il faut apprendre à travailler avec tout ce qu'ils savent faire. Et justement, il n'y a pas qu'une forme d'intelligence. Et c'est vrai. Je vais, c'est déjà vous aussi. Et ça a été très intéressant de voir que c'est partout qu'on voit ce changement, cette nouvelle forme d'être dans l'enseignement. C'est intéressant. Merci. Merci beaucoup, Yanis. Merci pour votre témoignage. Est-ce que, voilà, s'il n'y a peut-être plus de commentaires ou de questions, je voulais, moi, vous souhaiter à tous une belle fête de la francophonie. Demain, nous sommes le 20 mars et vous savez que donc c'est la journée internationale de la francophonie. Je vous invite tous, si vous ne l'avez pas déjà fait, à nous suivre, à suivre le site internet que nous avons créé cette année, l'Institut français du Portugal, mais au nom de toute la communauté francophone ici basée au Portugal. Donc, cette année, nous avons la chance d'avoir 11 pays, donc des ambassades essentiellement, bien sûr, qui participent et qui organisent énormément d'événements. Alors, principalement en ligne, mais je vous invite à vraiment en faire profiter vos élèves. Il y aura des concerts qui ont été préenregistrés pour le public portugais. Il y a des concerts, beaucoup de gastronomie, beaucoup d'événements, de visites virtuelles dans les pays francophones, donc dans les 11. Cette année, on a la chance d'avoir donc l'Andorre, la Belgique, le Canada, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la France, le Luxembourg, le Maroc, la Roumanie, la Suisse et la Tunisie qui donc partagent sur notre site internet. Je vais vous le mettre. Ah bah merci, Camille l'a déjà mis, voilà. Vous allez voir, il y a une programmation très très riche tout au long du mois de mars et jusqu'à fin avril. Donc, n'hésitez pas à réutiliser tous ces outils, voilà, pour le coup, ce sont vraiment des outils authentiques que vous allez pouvoir aussi
donc faire bénéficier vos élèves. Et pour vous, si vous faites des choses, si vous faites cette année des activités dans vos classes, dans vos écoles, eh bien, nous avons cette année créé sur le site internet justement une possibilité pour vous d'inscrire vos propres événements. C'est très facile. Il y a une petite plateforme, un formulaire à remplir. Vous mettez votre petit texte et une photo et automatiquement, votre événement va être diffusé sur la programmation nationale. On vous a fait partir auprès du ministère de l'Éducation. Vous devriez recevoir le message de la part de vos gestes. Je parle pour les professeurs portugais. Donc, toute cette information, mais d'ores et déjà, si vous allez voir dans programmation nationale, vous pourrez aller inscrire votre événement et du coup lui donner de la visibilité et faire partie de notre programmation. Voilà, donc plein de belles choses. Demain, il y a par exemple une interview sur la chaîne Porto Canal, une interview de l'entraîneur adjoint du FC Porto. Alors pour les portistes, je vous invite à regarder cette émission parce que en fait l'entraîneur adjoint est un franco-ivoirien. Et il va nous parler de comment lui, il vit cette francophonie au quotidien et dans le monde du sport. Voilà, par exemple. C'est un exemple, mais pour vos jeunes, je pense que ça va être vraiment très intéressant. Alors, il s'exprime en portugais, mais c'est sous-titré en français. Voilà. Donc, peut-être un bel exercice pour votre classe. Je crois que, voilà, j'en ai déjà beaucoup dit. Je vais encore une fois remercier Julien, Isabelle pour ces deux interventions vraiment très, très intéressantes. Je crois que d'une manière générale, tout le monde a vraiment apprécié voilà, vos théories et vos activités, vos exemples d'activités. Et on est vraiment ravis de vous avoir eu avec nous ce soir. Et donc, merci à tous aussi. Bonne fête des pères. Au Portugal, c'est la fête des papas. Donc, voilà. La fête aussi. Alors. Merci. Merci. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. On se retrouve dans un mois. Merci, au revoir. Bonne fête, bonne soirée. Bon week-end. Vive la Merci. francophonie. Merci. Vive la-